Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va nous permettre de parler de l'actu MLS chargé cette semaine et on en profitera à la fin pour faire également la présentation de la 8e journée de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien écoutez, il y a eu beaucoup d'actualités, mais l'actualité brûlante c'est quand même la CONCACAF Champions Cup. Miami s'est qualifié pour les demi-finales en éliminant LAFC en match aller-retour. Et Vancouver a éliminé les Pumas. Donc on aura une demi-finale Miami-Vancouver. Et un des deux clubs ira représenter la MLS en finale, puisque de l'autre côté du tableau, on a Cruz Azul qui joue contre les Tigres. Donc ce sera donc une finale Liga MX MLS. Donc rien de mieux pour encore appuyer la rivalité sur le continent. Eh bien écoutez, après cette petite introduction, on va aller plus dans le détail des clubs tout de suite pour les actus MLS de la semaine. C'est parti. La grosse actualité, et c'est une actualité mercato, ne concerne pas Kevin De Bruyne, on va y venir après, mais plutôt le transfert à venir de Daniel Gazdag, le meilleur joueur, le meilleur buteur de l'histoire de Philadelphie, qui devrait s'engager pour un transfert en cash une fois de plus. Vous voyez, ça sert du côté de Columbus. C'est Tom Bogert qui nous a sorti ça comme d'habitude de nulle part. Ça va libérer un spot DP à Philly qui, je pense aussi, va récupérer pas mal d'argent. On n'a pas encore la valo à laquelle il va être transféré. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt hypé parce que... Alors, j'ai discuté avec certains abonnés. Certains me disent, bah ouais, mais ils ont déjà un profil un peu à la Rossi. Ils ont que Russell Rowe. C'est plus un neuf qu'il leur faut. Ok, mais je pense que Gazdag, Rossi dans le système de Nancy vont pouvoir tous les deux se mettre sous le numéro 9, donc Russell Rowe. Et je pense pas qu'ils vont avoir dépensé toute l'enveloppe qu'ils ont dépensé, enfin toute l'enveloppe qu'ils ont récupérée sur coup de chaud, donc soit 16 millions me semble-t-il. Et donc ils vont encore avoir de la manne et aller chercher certainement un numéro 9 cet été. Je pense qu'ils se précipitent pas quand vous voyez ce que Columbus fait. Ils sont leaders de la conférence Est qui est la plus grosse conférence des deux. Et cette année il n'y a pas photo du tout par rapport à la Ouest. Donc je pense que là ils vont avoir une attaque assez hybride parce qu'ils auront Gazdag, Rossi, Russell Rowe. C'est un peu des joueurs qui peuvent jouer à tous les postes. Donc numéro 10, 9,5, 9. Je pense que c'est ce que veut Nancy. Il veut de l'incertitude, que ça intervertissent dans tous les sens et je suis très hypé par ce transfert qui va certainement s'officialiser. Par contre, on ne sait pas du coup si Gazdag va être impacté sur le match de ce week-end, s'il jouera ou non. Donc restez branchés sur mon compte X, je pense qu'on aura plus d'informations dans la fin de semaine. Une autre information, donc du côté de Columbus, c'est Lassi Lapalainen qui s'est blessé au dernier match. En fait, il n'a pas joué puisqu'il tout simplement il s'est blessé à l'échauffement. On a eu Darlington Nagbe qui est de retour cette semaine à l'entraînement avec l'équipe. Mais Wilfried Nancy reste prudent et dit qu'il est toujours jugé au jour le jour pour le match de dimanche. Diego Rossi, la surprise dont je vous parlais juste avant, s'entraînait à part mercredi et on n'a pas d'infos sur pourquoi il s'entraînait à part, si c'est de la récupération, une douleur ou autre. Donc à suivre pareil en jeudi soir et vendredi dans la journée pour avoir plus d'informations sur l'état de santé de Diego Rossi. Du côté de Cincinnati, Teenage ADB qui attendait sa green card au Zimbabwe est de retour mais pas encore à l'entraînement. Matt Miazga et Sergio Santos s'entraînent bien avec le groupe. Par contre, Evander ne s'entraîne toujours pas, tout comme Yuya Kubo et Nwobodo. Donc cette semaine encore, Evander manquait à l'appel du côté de Cincinnati. Du côté de Toronto, le Robin Fraser nous a donné plus d'infos sur Richie Larea, qui, comme vous le savez, est allé se faire soigner en Angleterre aux ischio-jambiers. Il devrait être absent entre 4 à 6 semaines. Et concernant De Andreker qui s'est fait une entorse à la cheville, il n'y a pas de calendrier de retour pour lui actuellement. Donc à suivre dans les semaines à venir, on aura certainement plus de précisions. Du côté de l'Inter Miami, eh bien on va y aller.
on va attaquer le dossier chaud, le dossier croustillant. Vous avez appris que Kevin De Bruyne ne re-signera pas du côté de Manchester City. Et ben tout de suite, Miami s'est empressé de s'emparer du sujet. David Beckham et les dirigeants de Miami sont prêts à lui offrir un contrat. Ils ont acquis les droits de découverte. Alors acquis, c'est plutôt que San Diego a renoncé à ses droits de découverte malgré des spots DP disponibles. Miami a déjà ses 3 spots DP qui sont pris puisqu'Alba est passé de Tam à DP. Donc aujourd'hui, ils ont Busquets, Messi, Alba qui sont DP. Il y a plusieurs cas de figure. Soit ils reclassent, ils rachètent le contrat soit ils rachètent le contrat de Alba et le requalifient en TAM avec peut-être quelque chose à côté, un montage financier, et ils donnent un DP à De Bruyne, ou soit à l'inverse, ils donnent un plus petit contrat à De Bruyne dans un premier temps et ils lui disent que c'est progressif et que l'année prochaine, vu que peut-être que la MLS peut sortir un nouveau spot DP et passer à 4, vu qu'elle veut avancer, semble avancer dans ce sens-là, se dire on temporise sur quelques mois et puis l'année prochaine on te fait un DP. En tout cas, on avait quand même des informations comme quoi ils l'ont placé tout de suite sur leur liste de découverte et c'est le seul club qui l'a fait. Tous les autres clubs ont renoncé à De Bruyne sans qu'aucun club ne le sache. En fait, le même jour où San Diego a renoncé à ses droits de découverte, clairement, Miami s'est positionné. Il faut savoir que les droits de découverte, je l'avais déjà expliqué, la MLS, elle vous confirme si oui ou non vous êtes apte à avoir les droits de découverte pour faire le montage financier d'un joueur ou autre. Donc ça veut dire que la MLS a dit OK, Miami, vous semblez être capable de le recruter. Donc ce qui veut dire que De Bruyne certainement est intéressé par Miami et que Miami est en possibilité de le signer. Affaire à suivre, en tout cas je pense qu'on va en savoir un peu plus d'ici cet été, ça va être la tractation puisqu'il y a ça va être aussi ça va être l'attraction puisqu'il y a des clubs d'Arabie Saoudite, des clubs d'Europe qui vont sûrement se présenter, mais on le sait, Kevin De Bruyne avait dit qu'il préférait la MLS à l'Arabie Saoudite. Du côté de Miami, une autre petite information, c'est Tadeo Allende, vous saviez qu'il était absent ces dernières semaines. Il est de retour avec le groupe, donc normalement il devrait pouvoir jouer, je pense, ce week-end ou peut-être dans les semaines à venir. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui a été très très bon sur le début de saison et ça va faire du bien à Miami de le retrouver. Il n'était pas sur le banc en CONCACAF Champions Cup, donc peut-être temporisé, peut-être ce week-end ou pour être sûr la semaine prochaine un retour de Taye Allende. Portland, simplement pour vous indiquer que Phil Neville a dit que Jonathan Rodriguez est de retour et devrait être avec eux du côté de Kansas ce week-end. En tout cas, il a dit que c'était prévu. Du côté de Saint-Louis, excellente nouvelle, Roman Burki était de retour avec les gardiens à l'entraînement. Il semble pour le moment pas autorisé à rejouer, on le rappelle, il s'est fracturé un doigt. Sur les entraînements collectifs, il n'était pas avec les gardiens, mais en tout cas sur toute la partie échauffement et autres, il a rechaussé un peu les gants et il est de retour. Donc c'est quand même, ça va dans le bon sens. On nous avait dit 4 à 6 semaines d'absence, on est déjà à 3 semaines me semble-t-il, donc ça devrait être d'ici 2-3 semaines, on devrait avoir un retour de Roman Burki dans les buts. Totland, lui, était de retour avec l'équipe pour les petits exercices avant de passer un entraînement en solo, mardi soir. Horn et Ride étaient en course à pied. Alors Horn a poussé un petit peu plus avec du sprint et plus d'intensité. Par contre, Nilsson, Lowen, Durkin, Alm n'étaient pas présents à l'entraînement ce mardi. Du côté de Montréal, les dernières infos qu'on a eues mercredi, c'est que tous les joueurs de l'effectif étaient présents. Neil, Herbers, Vilsain, Opoku, même Joel Waterman qui est sous le protocole commotion s'est échauffé avec le groupe. Waterman et Campbell se sont quand même un petit peu mis à l'écart après pour s'entraîner. Les deux sont au jour le jour et seront jugés au dernier moment pour savoir s'ils peuvent jouer samedi. Ça peut faire très mal que la charnière centrale soit absente, surtout qu'il va y avoir un gros morceau à Montréal qui s'appelle Charlotte. Le pépin qui continue, c'est que Vrioni était là au début de l'entraînement et c'est de nouveau blessé, donc une vraie galère. Le seul DP de Montréal qui au final se reblesse, donc vraiment pas verni du côté de Montréal pour des débuts qui sont cataclysmiques. Vrioni, on rappelle, qui n'a pour le moment pas joué une minute avec Montréal en MLS. Du côté de Chicago, la recrue Jay Davila était présent et s'entraînait avant-hier. Ryan Gutierrez était de retour à l'entraînement également, mais Jack Elliott et Sam Rogers n'étaient pas présents. Donc ça, c'est des infos qu'on a eues mercredi soir. Du côté de Seattle, Alex Roldan et Musovski ont travaillé séparément,
Brian Schmetzer a dit qu'il y aurait peut-être un possible changement de dispositif tactique. La bonne nouvelle, c'est que Jordan Morris est prêt et de retour et que Pedro de la Vega est en grande forme à l'entraînement. Donc je pense qu'on peut revoir les deux dès ce week-end. La tuile, c'est que Rusnak et Alex Roldan, même s'il a travaillé séparément, devraient être encore out 1 à 2 semaines. Mais Brian Schmetzer nous a dit qu'il exclut pas un retour plus rapide et qu'il soit de retour dès ce week-end. Donc c'est un peu voilà du Schmetzer dans le texte. Je vous annonce 6 semaines, au final c'est 4. Je vous annonce 2, c'est 1. Donc voilà pour les infos du côté de Seattle. Du côté de New England, Caleb Porter a donné des infos sur Thomas Chancalay et Léo Campagna. Il espère qu'il pourrait être disponible. Il a dit, je cite, nous espérons que Chancalay pourrait être disponible en tant que remplaçant contre Atlanta et nous verrons ensuite où en est Léo Campagna qui a également repris l'entraînement. Donc ça semble se préciser pour Chancalay qui revient des croisés. Léo Campagna, c'est une question de jours ou de semaines prochaines, je pense, pour le revoir sur les terrains. Lui qui leur manque tellement. New England a mis une balle perdue clairement à Ganago et à Urruti sur son site internet, sur le site de la MLS. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de largesse financière et que les deux ne donnaient absolument pas satisfaction, hein. C'est brutal, mais c'est réel. Et c'est sur le site clairement de New England qui a communiqué en disant que bah voilà, certainement qu'ils étaient capables, à mon avis, de mettre fin auprès de Ganago. Il donne pas vraiment satisfaction et Urruti, bon, il a un peu bouilli et ça fait quelques saisons qu'il donne plus trop satisfaction. C'est un joueur de complément, on va attendre quand même le retour de Campagna. Du côté de Salt Lake, il serait en discussion avancée avec l'attaquant Robert Botzenik de Boavista, donc pour enfin avoir un numéro 9 qui leur manque cruellement. Il n'y a pas encore d'accord, hein, mais les derniers détails semblent se régler. Par contre, il le signerait comme un DP, donc bah, moi je trouve que c'est une connerie, un joueur comme ça sorti du chapeau, que vous signez en DP. Je pense qu'il y a quand même mieux à aller chercher comme DP, mais puisqu'ils se sont décidés depuis Chicho Arango à mettre un DP sur un attaquant, bah, ils ont été trouver ce joueur de Boavista. Bon, je suis pas convaincu, mais écoutez, on verra, hein. Ça se trouve, c'est une bonne surprise qu'on va avoir. Du côté de Charlotte qui va se déplacer ce week-end à Montréal, tout le monde était à l'entraînement. On va passer à Austin, donc Diego Rubio sera absent 14 à 21 jours, hein. C'est ultra précis, donc 2 à 3 semaines pour Rubio, d'après ce que le coach nous a dit. Dessler devrait être de retour de début mai, et Illy Sanchez, on a eu des infos, donc en fait il a pris un coup avant le match de Portland, et c'est pour ça qu'il a été sur le banc, et ce sera une décision de dernière minute pour le faire jouer ou non face à Vancouver. Du côté de Houston qui se reconstruit, Ben Olsen nous disait le week-end dernier que Jimmy Maurer sera bientôt de retour, même si Jelligan est très bon. Et il disait qu'il cherchait un autre gardien. Et ils sont apparemment d'accord avec Jonathan Bond, donc qui a joué 3 ans à LA Galaxy pour ceux qui ne le connaissent pas et qui était le gardien titulaire, qui était parti à Watford et qui est en échec total là-bas. Pas étonnant vu le niveau du gardien et qui devrait être de retour en MLS et certainement du côté de Houston. Donc Houston qui aura Bond, Horror et Gillingham. Donc bah, ils seront armés et puis bah, on verra dans un an pour le retour de Tarbell. Mais écoutez, on a fait le tour sur les infos que j'ai pu recueillir cette semaine. Donc là on est mercredi midi. Donc là, on est jeudi midi. Restez bien branchés, comme je le dis tout le temps, sur mon compte X, puisque des infos sortent généralement le jeudi soir, dans tous les sens, avec les conférences de presse. On est à 48 heures des matchs et c'est là où ça sort. Et puis après, bah, vous avez les rapports de disponibilité qui vont sortir donc vendredi soir. Sans plus attendre, on reste ensemble et on va aller du côté de la 8e journée pour vous présenter un peu les différents match-ups. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Ce week-end, on a une journée qui n'est pas évidente. Alors, j'ai pas de top match-up sur cette game week, sur cette journée. Alors, j'ai pas de top match-up qui se distingue sur cette journée. Les match-up, on va commencer par les match-up à éviter. Ensuite, on ira sur ceux qui sont pour moi intéressants où je vois une équipe se dégager. Alors, le premier match-up que je vois éviter, c'est le match de 20h30 samedi. C'est Toronto qui reçoit Minnesota. Vous allez me dire, ouais, mais Toronto, c'est un peu bidon. Mais mine de rien, Toronto, il reste sur 2 matchs nuls contre Vancouver et Miami, qui sont 2 adversaires solides qui, voilà, sont premiers dans leur conférence. Alors Miami est deuxième derrière Columbus avec un match de retard. Et face à ces 2 adversaires redoutables, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Donc face à Miami, un but de Messi. Donc vous vous dites, bon, ok, ils ont en plus un joueur cheaté, Miami, qui est Messi, et c'est le seul qui leur a mis un but.
De plus, il se crée quand même un petit peu plus d'occasions depuis qu'Insigne est de retour dans le 11. Il n'y a pas de hasard, ça amène quand même de la qualité. Minnesota en face, c'est une grosse force offensive, mais il y a du mieux et je vois donc Toronto possiblement à domicile solide et embêter cette équipe de Minnesota. Donc je ne me risquerai pas clairement, même si je vois Minnesota favori, car à l'extérieur ils sont quand même invaincus sur leurs 3 derniers matchs. Ils ont fait 4 déplacements. Je pense qu'on aura certainement quand même un but des deux équipes. En joueur décisif, je pense que j'irai sur des joueurs comme Bernardeschi du côté de Toronto qui sort de 2 bons matchs. Et bien sûr, Oluwaseyi et Yeboah. Je ne peux pas croire que Yeboah ne retrouve pas le chemin défilé, hein. Sur les 2 derniers matchs, il est quand même à 5 grosses occasions manquées d'après les stats Opta. Et je ne pense pas que ça va durer dans le temps. Et je le vois quand même face à un adversaire à la portée de Minnesota qui est très impressionnant, pouvoir marquer ce week-end. Donc voilà, je ne me risquerai pas sur le résultat. Je vois quand même au moins les deux équipes marquer. Et comme je vous ai dit, bah, Bernardeschi, Louazeyi, Yeboah, ça me paraît être les joueurs qui peuvent être décisifs. Le second match, et là ça va vous étonner, c'est Montréal-Charlotte à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Je vois ce match à éviter. Pourquoi? Parce que Montréal va enfin retrouver son stade, mais bon, ça, alors il y a quand même un ogre en face, mais Montréal monte en puissance, ils ont la dalle. Alors certains vont me dire, ouais, mais ils ont pris 2 points sur 21 possibles. Ok, ils ont joué 7 matchs à l'extérieur. Alors mine de rien, c'est que des déplacements. Ils ont des conditions d'entraînement qui sont encore compliquées, hein. Dans le gymnase, ils commencent à aller à l'extérieur, mais hier, vous voyez, il a reneigé, donc ils ont dû se rentraîner en salle. Et leur montée en puissance, on l'a vu face à Columbus. Ils ont fait trembler Columbus, hein, mine de rien, 2 buts refusés. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais ils ont failli vraiment faire la différence. Charlotte en face, c'est une équipe qui a des certitudes et c'est une équipe qui, pour moi, a de quoi battre toutes les équipes. Mais Charlotte, ils ont pris 1 point à l'extérieur en 3 matchs. Bon, après, ils sont allés à Seattle et aux Rapids et à Miami. Donc 3 déplacements clairement hardcore, hein, dans les montagnes des Rapids, à Miami et face à Seattle à l'autre bout du pays. Donc c'est pour ça que j'ai pas en fait de réponse à donner pour le moment, parce que Charlotte, bah, ils ont joué du lourd, mais est-ce qu'ils face à un adversaire jugé a priori inférieur sur le papier, ça va le faire? Montréal retrouve son terrain. C'est quand même Montréal l'année dernière, ils finissent 5e à domicile, juste derrière Charlotte si on prend le classement à domicile. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Montréal à domicile, c'est toujours une équipe solide qui va être poussée par son public incroyable et donc je ne toucherai pas ce match. Mais par contre, c'est un match que je vais regarder, ça c'est une certitude. Un autre match qui est compliqué, c'est DC qui reçoit Cincinnati à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. DC à domicile, c'est une équipe qui est chiante. À l'extérieur, on l'a vu la semaine dernière, ils en ont pris 6 à San José. Mais à domicile, ils sont pénibles. C'est une équipe qui est capable de taper tout le monde, en fait. C'est une équipe, franchement, même Miami peuvent aller se faire taper à DC. En face, Cincinnati, ils vont se présenter encore sans Evander, et on l'avait la semaine dernière, ils ont eu du mal à s'imposer contre une équipe assez faible des Ravs à domicile sans Evander. Donc pour moi, je ne toucherai pas le résultat du match, mais je pense que DC va marquer. Et Benteke, clairement, pour moi, il est chaud puisqu'il a mis 5 buts, une passe D en 7 matchs. Donc je le vois décisif encore cette fois-ci. Et je pense qu'il y aura quand même un but des deux équipes parce que DC ne sait pas tenir le clean sheet. Donc du côté de Cincinnati, ça va sûrement être du Denki. Donc les deux colosses de chaque côté, Denki Benteke, je pense que c'est vraiment à surveiller et que les deux peuvent s'illustrer dans ce match. Le match suivant qui est compliqué, et c'est à la même heure dimanche à 1h30, c'est NYCFC qui reçoit Philly. Alors New York, pour moi, c'est une vraie épine dans le pied cette saison. C'est une équipe qui est ultra imprévisible, qui peut compter sur un top attaquant qui est Martinez, un super gardien, une défense assez solide. Et en face, il y a Philly qui a clairement dominé largement Orlando, mais qui a buté sur un excellent Pedro Gallese. Et on voit que Baribo a un peu plus de mal à marquer. C'est une équipe qui a des vrais principes de jeu avec Carnell, qui met de l'énergie, qui domine, qui cherche à récupérer le ballon haut. Je les vois favoris, mais il y a aussi un truc, c'est l'histoire de Daniel Gazdag, qui est quand même le meilleur buteur de leur histoire. Il transfère bouclé, donc c'est quand même un gros moins à l'extérieur. Et ça peut jouer aussi sur le côté psychologique de se dire, bah voilà, on perd notre meilleur joueur, c'est compliqué. Donc clairement, je ne m'aventurerai pas sur ce match.
et je laisserai couler. Je pense que c'est même un match qui peut faire 0-0. Donc voilà pourquoi pour moi c'est un match où faut peut-être privilégier les stacks défensifs si vous avez un jeu de fantasy. Le match suivant, qui est très compliqué, c'est Vancouver qui va recevoir Austin. Alors relativement tôt puisque ça va jouer heure française 1h30 dimanche, donc 9 heures d'écart en décalage horaire. Ça fait un match dans l'après-midi sur la côte ouest. Vancouver vient de se qualifier en CONCACAF Champions Cup. Donc, vous voyez, ils ont joué, mine de rien, dans la nuit de mercredi à jeudi et ils vont jouer dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, gros déplacement au Mexique. Ils reviennent à Vancouver, gros déplacement. Ils vont retrouver Miami en demi. Je pense que ça joue dans leur tête. Mais c'est une équipe qui déjoue tous les pronostics. Franchement, Vancouver, aujourd'hui, moi, je me dis, ils peuvent taper tout le monde. Même Miami en demi-finale de CONCACAF. Ils ont vraiment, je sais pas, le petit truc en plus, la chance du champion, vous voyez, comme on peut dire des fois, ça tourne en leur faveur. Et en face, il va y avoir une équipe d'Austin qui est quand même ultra solide, capable de tenir tête à n'importe quelle équipe en subissant, sans jamais rompre. Franchement, c'est un match qui peut pour moi faire 0-0. En tout cas, la stat, c'est qu'Austin n'a jamais gagné à Vancouver depuis la création du club. C'est 3 défaites, un nul. Et 3 fois sur ces 4 matchs, Vancouver leur a mis 2 buts. Donc, bah, je me dis, pourquoi pas une victoire de Vancouver, un but de Brian White. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, la fraîcheur, ça peut y jouer. Austin, c'est une équipe qui est relativement efficace. Donc, voilà, pour moi, c'est wait and see. Ce match est un grand match piège, mais même si je privilégie, pour moi, les stacks défensifs. Le match suivant, c'est Colorado qui va recevoir San Diego à 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Chaque week-end, on a une équipe des Rapids qui est différente. Lesquels on aura ce week-end, on ne sait pas. Est-ce qu'on aura ceux qui ont roulé sur Charlotte, ceux qui ont joué face à Portland n'importe comment, ou face à Vancouver n'importe comment. Et en face, on a une équipe euphorique qui performe, qui a un collectif qui a que 7 matchs hors préparation. Et on dirait qu'ils jouent depuis des années ensemble. Donc vraiment, un match très ouvert. Ça va être à Colorado en altitude. Mais moi, je vois bien les deux équipes marquées. Et c'est peut-être la surprise qui peut venir du côté de San Diego. L'autre match injouable, pour moi, c'est LA Galaxy qui reçoit Houston à 4h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Et les Galaxy a joué mardi et n'a plus gagné depuis le 13 mars, soit 6 matchs. Et encore, leur victoire c'était contre Herediano en CONCACAF Champions Cup, donc un adversaire beaucoup plus faible. Sans ce match, c'est 0 victoire cette saison en 10 matchs. Donc, et les Galaxy est dans le doute. Et de ce que j'ai compris, Gabriel Peck aurait reçu un coup et serait pas sûr de pouvoir jouer. Alors je raconte peut-être des bêtises, mais j'ai cru comprendre ça en lisant certains suiveurs, donc à confirmer dans la soirée ou la fin de semaine. Houston va mieux, et ils sortent d'une belle victoire face à LAFC qui est leur bête noire. Et je pense qu'ils peuvent aller embêter les Galaxy. Mine de rien, Houston, ils ont pris que 3 buts à l'extérieur cette saison. Et ils ont déjà été à Seattle, à Columbus dans l'autre conférence. Donc, je pense qu'en fait, c'est une équipe qui peut être solide parce que sur les 3 matchs à l'extérieur, ils ont pris une seule fois 3-1 à Portland et c'est les 3 buts qu'ils ont pris. Après, ils ont fait 0-0 à Seattle et 0-0 à Columbus. Donc, je pense que Houston peut accrocher un match nul et l'emporter. Le match suivant, c'est SKC qui va recevoir Portland. Donc, c'est 20h15 heure française dimanche. Est-ce que l'électrochoc va continuer à SKC? Il y a une stat qui est ultra intéressante, c'est que Portland, ils ont gagné une fois depuis 2015 à SKC et ils n'ont pas gagné depuis 2018 à SKC. Donc c'est quand même avantage SKC sur ce match, sur l'historique. Pour moi, la forme, ils peuvent être euphoriques, ils vont être menés par un Joe Belgique, un Manu Garcia. Même si Portland récupère Rodriguez et qui seront plus ou moins au complet, moi, David Pereira, je reste encore sceptique, j'attends de voir. Santi Moreno, pareil. Enfin, de toute façon, tant qu'ils auront Phil Neville, c'est une équipe qui aura du mal à performer, on va pas se cacher, c'est un coach bidon. Donc pour moi, SKC, s'ils arrivent à garder leur électrochoc et leur dynamique, ça peut l'emporter. Donc je laisse ce match de côté, tout simplement.
Le match suivant, c'est Saint-Louis qui va recevoir Columbus, donc c'est le Sunday Night Match à 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Saint-Louis, on va pas se répéter, il manque d'efficacité, mais le jour où ça va se débloquer, ça peut vraiment faire mal. C'est un gros déplacement pour Columbus, mais c'est tellement une grosse équipe qui est capable de taper tout le monde, qui est leader à l'Est, que je les vois capables de s'imposer à Saint-Louis. Ils ont pris 2 buts en 3 matchs à l'extérieur, Columbus, cette saison. Pour moi, ce match, même si je vois Columbus ne pas perdre, puisqu'ils sont encore invaincus cette saison, je me dis à tout moment Saint-Louis, ça peut se réveiller et dérouler, donc wait and see. Le dernier match, et celui-là, j'ai fait que de le changer en match favorable. Match pas favorable, c'est LAFC qui reçoit San José à 4h30 dimanche. Bon, LAFC s'est fait sortir par Miami en midweek, encore un match assez compliqué, ils accusent le coup physiquement, j'ai l'impression que moralement ils sont pas là, les DP sous-perf, mais à domicile c'est ultra solide, même cette saison. Et je me dis que malgré la force de frappe qui a roulé le week-end dernier sur DC du côté de San José, San José, ils affichent un bilan au BMO Stadium depuis 12 matchs, c'est une victoire, un nul, 10 défaites, 37 buts encaissés. Donc en gros, San José, sur leurs 12 derniers matchs au BMO Stadium, ils ont pris une moyenne de quasiment 3 buts par match. Donc je vois bien LA, moi, se relancer avec Bonga décisif, parce que mine de rien, il est sur 5 buts, une assist en 5 matchs contre San José, donc ça parle aussi. Et voilà pourquoi j'ai hésité, parce que l'AFC enchaîne. San José s'est rassuré la semaine dernière, mais on rappelle, San José, c'est 2,93 de XG la semaine dernière et 6 buts. Donc ils ont surperformé. Donc pour moi, à l'extérieur, c'est une équipe qui a du mal. LAFC, c'est une équipe ultra solide. Maintenant, il faut qu'ils mettent la CONCACAF Champions Cup de côté et qu'ils se ressaisissent. Mais je ne me fais pas de soucis. LAFC est toujours une équipe ultra solide de MLS. On va passer maintenant au match-up intéressant. Alors, il n'y en a pas énormément. Il y en a un, c'est Atlanta qui reçoit New England à 20h45 samedi. Atlanta qui a eu du mal la semaine dernière et qui ne s'est pas imposé, qui a connu un coup d'arrêt. Les Revs, ils sortaient d'une belle victoire contre les Red Bull New York, mais ils ont replongé directement. Ils sont sur 2 défaites, un nul en 3 matchs. Pour moi, Atlanta reste favori. Je vois vraiment Atlanta marquer au moins 2 buts et l'emporter. En joueur décisif, je dirais Almiron, Emmanuel Latlas. À surveiller Miranchuk, s'il joue en 8, ça peut être très intéressant pour les joueurs de fantasy. Il peut faire du AA score, comme on va dire, sur Sorare et il peut faire des points sur le jeu fantasy MLS. Je pense qu'Atlanta, comme d'habitude, ils vont encaisser leurs petits buts, donc je vois bien plus de 2,5 buts. Même si les Revs, ils ont 1,46 de XG en 3 matchs cumulés à l'extérieur, je pense que voilà, c'est une équipe qui peut quand même aller mettre un but à Brad Guzan. L'autre match, c'est Orlando, qui pour moi est favori face à New York, les Red Bull, à 22h30, donc samedi. Ça peut surprendre, mais je vois vraiment Orlando favori. Les Red Bull New York, j'aime bien cette équipe, car elle est cohérente et solide, mais à l'extérieur, c'est pas du tout la même, parce qu'en 3 matchs, c'est 2 défaites, un match nul, 3 buts contre, un seul encaissé, et vraiment peu de... Pour avoir vu leur dernier match, c'est peu de créativité, ça dépend de Forsberg, qui n'est, comme à l'image de son équipe, pas le même à l'extérieur. À l'inverse, Orlando à domicile, ça déroule malgré le coup d'arrêt contre Philadelphie où ils ont buté sur un grand André Blake. C'est 10 buts en 3 matchs à domicile cette saison. Donc je vois Orlando s'imposer, marquer au moins 2 buts et je vois quand même un petit but des deux équipes parce qu'Orlando a du mal à tenir le clean sheet. Donc plus de 2,5 buts. Et si je devais aller sur des joueurs décisifs, j'irais plutôt du côté d'Orlando sur Ojeda en priorité et ensuite Pasalic, Muriel qui vont être très intéressants. Le match suivant, c'est Dallas qui reçoit Seattle à 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais, ouais. Seattle, comme a dit Schmetzer, pourrait jouer dans un autre système, mais Rusnak devrait être incertain jusqu'au dernier moment. Seattle a pris un point en 3 matchs à l'extérieur, en encaissant 7 buts, donc c'est quand même cataclysmique. En face, ils sortent d'un bon match nul, Dallas à Atlanta, avec Lucho et Musa qui se sont encore montrés. Mine de rien, Dallas, c'est 3 matchs sans défaite, hein, 2 victoires, un nul, donc il y a du mieux. Je vois quand même Dallas favori, donc bien sûr Lucho Acosta et Musa si ça doit être des joueurs décisifs. À suivre Guidé en défense qui, malgré le penalty provoqué à Atlanta, a été très bon et il semble plaire à tous les fans, hein. Même dans les stats, il sort vraiment bien. Donc je vois bien Dallas marquer au moins 2 buts à cette équipe de Seattle. Les deux équipes marquées, plus de 2,5 buts, donc Dallas quand même s'imposer en étant favori tant que cette équipe de Seattle ne nous aura pas rassuré. Le match suivant, c'est Nashville qui reçoit Salt Lake à 2h30 dimanche. Nashville est pour moi favori, mais ils n'auront pas Zimmerman qui s'est salement amoché avec la volée de Vargas, involontaire bien sûr, mais c'est certainement un protocole commotion. Salt Lake il a vraiment rien, sauf Diego Luna quand il allume la lumière, donc ils sont hyper dépendants de lui. Et Nashville, malgré 2 défaites contre Cincinnati et Charlotte, qui sont 2 équipes supérieures pour moi à eux,
Bah, il montre de belles choses, donc je vois bien Nashville marquer 2 buts ou plus et l'emporter. Donc en décisif, Mukhtar Seric, j'ai quand même surveillé le petit Kazem que j'adore et qui semble vraiment en forme sur ce début de saison. Le et le dernier que j'ai gardé dans la liste, c'est Chicago qui va recevoir Miami à 22h30 dimanche. Donc Miami s'est qualifié cette semaine, Miami enchaîne. Miami est une équipe qui, malgré l'âge de certains joueurs, continue de gagner. Et il s'est imposé 3-1 face à LAFC, mine de rien, hein. Oustari a rejoué dans les cages. À noter, cette semaine, c'était pas Calendar, donc à suivre ce week-end, encore une incertitude. Mais Chicago, c'est quand même pas la folie, hein. À domicile, c'est meilleur à l'extérieur. Et puis, bah, tout simplement, je veux vous dire, hein, Miami, ils ont un joueur qui s'appelle Lionel Messi, ils ont un joueur qui s'appelle Luis Suarez, qui s'appelle Busquets, Alba. Donc, rien que pour ça, cette équipe est pour moi favorite à tous les matchs. Eh bien écoutez, on a fait le tour pour l'épisode de cette semaine. Je vous remercie une fois de plus d'être nombreux à écouter le podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, c'est hyper important pour le référencement et que des personnes qui suivent la MLS sans me connaître sur X puissent connaître le podcast. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve dès lundi pour le débrief de cette 8e journée. A bientôt sur MLS Time.